Ben oui. Alors, elles ne sont pas nécessairement conscientes, ces blessures sexuelles. Elles peuvent être très enfuies. Mais je vais vous donner un exemple. J'ai eu une personne qui venait me voir en consultation, et c'était une femme euh, très charmante, une belle femme avec beaucoup de classe, un côté un peu glamour, et très séductrice. Et elle se plaignait de ce que elle vivait avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, en chaise roulante, et qui n'avait pratiquement plus d'érection. Et donc, c'est un peu compliqué pour elle, son vécu sexuel, et elle n'arrêtait pas d'espérer autre chose. Sauf que, en cours de travail avec elle, à un moment donné, elle s'est retrouvée confrontée, elle, à ce que sa capacité d'accueil sur un plan énergie sexuelle n'était absolument pas ce qu'elle en pensait. Ça veut dire que tant qu'elle était avec un compagnon qui ne pouvait pas répondre à sa demande, elle pouvait s'imaginer être bien plus que ce que son compagnon lui renvoyait. Et ça, c'était de l'ordre de son fantasme. Mais le jour où elle s'est retrouvée confrontée à sa propre réalité, elle s'est retrouvée plutôt figée devant le fait qu'elle avait très très peu de maturité sexuelle que pour accueillir un homme qui viendrait vraiment avec la pleine maturité de sa sexualité. Donc, si on ne réalise pas toujours qu'on a les mêmes blessures que l'autre, c'est juste parce qu'il n'y a pas eu l'événement pour venir nous montrer. Mais si on veut vraiment faire le jeu de ce miroir en étant tout à fait humble vis-à-vis de soi et surtout honnête, et qu'on cherche, à un moment donné, on va trouver que ça fait vraiment écho chez soi et qu'on n'est pas nécessairement la personne qu'on croit et qu'on n'est pas nécessairement beaucoup plus avancé sur le sujet que la personne qui nous renvoie le miroir. Alors parfois c'est difficile parce que la blessure de l'un peut s'exprimer de manière tout à fait opposée à la nôtre. Alors du coup, on peut croire que nous, on est arrivé à un endroit où l'autre n'est pas encore, juste parce que la manifestation de la blessure n'est pas la même. Mais je n'ai pas un seul exemple où en travaillant pendant longtemps avec des personnes et des couples, où à un moment donné, il y en a un des deux qui a réalisé ou qui a pu réaliser, ah ben je suis plus loin que mon conjoint, systématiquement, c'était qu'une question de temps pour aller trouver à quel endroit se trouve la blessure. Et c'est vraiment très très important parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour avoir ce que je désire le plus, si je ne l'ai pas, c'est forcément pas la faute à pas de chance. Si je suis une personne qui a énormément d'énergie sexuelle et que j'ai besoin d'avoir en face un retour avec un compagnon qui est aussi très vital sur ce sujet, et que ça n'est pas le cas, déjà je dois me dire que c'est pas la faute à pas de chance, parce que nos inconsciences sont choisies. Alors, si je fais preuve d'honnêteté vis-à-vis de moi-même, ou en tout cas que je veux chercher, et que je me dis, ok, admettons qu'il y a un miroir, à quel endroit est-ce qu'il y a un trouble sexuel chez moi, tel que face à cette personne, ben, je vive tous ces manques. Alors je vais commencer à chercher. Avec un peu de chance, je vais trouver. Quand j'aurai trouvé, je suis encore nulle part. Parce que j'aurai seulement repéré quelle est la blessure d'ordre sexuel. Alors je parle ici sexuel, c'est la même sur le plan affectif. C'est tout à fait pareil. Quand j'aurai repéré quelle est la blessure qui m'habite, blessure qui, par le biais de la communication non verbale, met systématiquement en scène des réactions de la part de mon compagnon ou de mon conjoint qui sont telles que ça me renvoie à ma souffrance. Ça n'est pas en parlant, ça n'est pas en essayant de changer de comportement que quoi que ce soit va se résoudre. Je prends un exemple. Si moi je suis en manque, je voudrais beaucoup plus, et que l'autre donne peu. Ça ne sert à rien de négocier avec l'autre à quel point je souffre d'en avoir trop peu, parce que l'autre, peut-être ne pourra pas le dire parce que ce n'est pas encore conscient chez lui, mais l'autre, lui, il souffre d'avoir une demande trop forte. Donc ça fait deux personnes en souffrance. Aller négocier un terrain d'entente, ça signifie que systématiquement, il y en a un des deux
qui va devoir ronger un peu sur sa souffrance pour essayer d'apaiser celle de l'autre. Donc en fait, c'est un jeu de dupes. Alors ça marche un mois, 2 semaines, quelques jours, et puis ça finit toujours par retomber dans les situations d'auparavant, avec probablement une manière un peu plus subtile de s'exprimer, mais le fond de la douleur sur un plan émotionnel, il est le même. Ce qu'elle sentait surtout, c'était son désir, son excitation, son envie de. Mais j'ai passé un certain temps à essayer de lui faire comprendre que c'était pas un hasard si elle avait été attirée par un homme qui ne pouvait plus répondre, comme elle le disait, à sa demande sexuelle. Et que ça venait lui signifier qu'il y avait une blessure chez elle, réellement. Bah, quand est-ce qu'elle a réalisé qu'il y avait cette blessure? Bah, c'est qu'au détour d'une soirée, elle a à un moment donné tombé sur un homme charmant, un peu empressé, dont elle s'est amourachée, et quand ils se sont retrouvés au lit, bah, le gars, lui, il avait vraiment un niveau équivalent à ce qu'elle espérait, sauf qu'elle s'est retrouvée à être complètement dans la peur, parce que ça n'est pas parce que je veux quelque chose que je suis capable de l'accueillir. Je vais dire ça autrement. Si pendant toute ma vie, j'ai espéré être pris dans les bras de ma maman parce que je voulais être nourri d'affection et que je ne l'ai jamais été, ça veut donc dire que cette expérience d'être accueilli avec amour dans les bras d'une femme, je ne la connais pas. Je la désire plus que tout parce que ça crée du stress en moi et que c'est le seul moyen d'apaiser mon stress. Mais le jour où je la reçois vraiment d'une personne qui est complètement dans l'ouverture, je vais me retrouver dans un état de panique, simplement parce que je vais me retrouver à vivre une expérience pour laquelle je n'ai aucune référence inscrite en moi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, je tombe dans le vide de l'inconnu. Et donc, ça permet d'enchaîner sur un deuxième volet, à savoir, tant que j'ai une blessure qui me prive de recevoir l'affection de mon partenaire, j'en souffre. Et je suis sous stress tous les jours. Et ce stress me met dans un état de quête permanente à recevoir de l'autre ce que je n'arrive pas à obtenir. Et donc, je vais multiplier les stratégies de contrôle pour que l'autre, il me le donne comme je veux. En fait, c'est surtout là que ça ne se passe pas bien. Parce que c'est dû au fait que j'essaie de mettre l'autre sous contrôle pour le forcer à me donner ce que je veux, qui fait que l'autre s'enfuit. Et il s'enfuit beaucoup plus au nom de ce que j'essaye de le mettre sous contrôle qu'au nom du fait que j'ai besoin d'amour. Et pourquoi j'essaie de le mettre sous contrôle? Ben parce que recevoir de l'amour sous contrôle, ça n'est pas m'abandonner à l'amour qui m'est offert. Recevoir de l'amour sous contrôle, ça permet à la fois de rester blessé, tout en apaisant la blessure momentanément, parce que je contrôle la manière avec l'affection va m'être donnée. Mais si je me retrouve en face de quelqu'un que je n'arrive pas à mettre sous contrôle, et qui me donne vraiment cet amour, je vais me retrouver dans un stress gigantesque, parce que la réponse à ce que j'ai toujours désiré s'accompagne du fait que c'est une grande inconnue pour moi, et je vais avoir l'impression de tomber dans le vide, tous mes radars vont s'affoler, et je vais perdre pied dans mes références habituelles pendant un certain temps. Ça veut donc dire que tant que je suis blessé, je veux être guéri de ces blessures-là pour avoir accès à beaucoup plus de vie. Pour pouvoir résoudre ma blessure, je dois atteindre un point de douleur émotionnelle tel que je peux l'accueillir avec humilité et simplicité et faire le deuil. Admettre que c'est une réalité qui m'a toujours accompagné, que j'étais impuissant à la changer et que j'accepte que c'est comme ça. Ce moment-là, il est assez difficile à atteindre. Et pourtant, c'est le moment qui va définir le temps de la guérison. Alors, on pourrait croire que quand ce moment-là, il est atteint, c'est fini. Ah ben non, il y a un autre problème après, c'est que, ayant fait le deuil de l'amour pas reçu, paradoxalement, je vais y avoir accès. Et donc, la seconde après, tout l'univers va me faire preuve d'amour et je vais me retrouver d'une personne débordante d'amour vis-à-vis de moi. Et là, je vais me retrouver à avoir des peurs inconsidérées
Parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est que cet amour et je vais me demander, mais qu'est-ce qu'on me veut? Qu'est-ce qu'on me veut? Je ne comprends pas. Donc je vais être perdu une deuxième fois. Donc je vais devoir m'éduquer, je vais devoir m'apprivoiser dans ce nouvel espace et environnement d'amour. Cette fameuse histoire de deuil, le deuil affectif, dans ce cas-ci, est à prendre au sens premier, à savoir, quand est-ce qu'on fait un deuil? On fait un deuil, habituellement, quand une personne décède. Une personne qui décède, ça veut dire, hier, cette personne était à mes côtés, et demain, elle ne l'est plus. Je vais donc, pour faire le deuil, je vais donc devoir pleurer l'absence à mes côtés de cette personne. Ça n'est pas nécessairement simple, facile et rapide, puisque bien des traditions religieuses ont statué d'un temps de deuil à faire après un décès, la perte d'un être cher. Ce n'est pas une obligation sociale de porter le deuil. Ça n'est pas fait pour la communauté, c'est fait pour soi. C'est fait pour que la personne qui est en deuil, elle soit suffisamment, elle ait suffisamment la possibilité d'être repliée sur elle-même, que la société respecte son besoin de repli sur elle-même pour toucher la détresse, la tristesse de devoir continuer son chemin seul. Et quand est-ce que le deuil se clôture? Quand est-ce que le deuil rend un espace de vie à nouveau? Quand la personne a pleuré la disparition de l'être cher en acceptant que cette personne ne reviendrait jamais. Quand est-ce que le deuil ne se termine pas? Quand tous les jours, la personne, elle pleure la mémoire de celui qui a disparu en s'y accrochant et en devenant dépendante du passé. Et là, la liberté ne se retrouve jamais. Donc le deuil, c'est quand j'accepte une fois pour toutes que ce qui était là hier, ça ne sera plus là demain. J'en suis profondément triste. Peut-être je vais être dans un état de panique tellement j'étais accroché à la présence de l'autre. Et il n'y a que quand j'aurai admis que tout cela n'est plus et que j'ai pleuré toute mon impuissance à changer la situation, que le deuil se fait. C'est la même chose avec les blessures qui sont inscrites dans le psychisme et qui sont à l'origine des mécanismes qu'on reproduit en permanence tous les jours. Pour en sortir, il faut faire le deuil de ce que je n'ai pas reçu. Le problème, c'est que même si on utilise ce terme de deuil pour la sphère du psychisme, dans l'inconscient, quand on approche l'émotion à libérer pour vraiment faire le deuil et avoir une sorte de reset et retrouver plus de vie et plus de liberté, ça s'approche d'un espace de mort psychique en nous. Et donc tout notre être va réagir, va essayer d'éviter d'aller à cet endroit-là. Alors c'est peut-être aussi pour ça qu'on vit à deux, avec quelqu'un qu'on choisit d'être présent très 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 régulièrement, de manière à ce que la présence de cette personne ne nous permette pas d'éviter l'endroit où se trouve la blessure qui va permettre de faire une guérison profonde. Parce que comme je disais, dans le psychisme, ça s'apparente à un espace de mort psychique, tout en nous va faire le maximum pour l'éviter. Et si on a un conjoint qui a beaucoup de présence et beaucoup de caractère à côté de nous, ça va être d'autant plus difficile à éviter parce que, sans s'en rendre compte, il va systématiquement pousser sur le bouton qui nous ramène à l'endroit de cet espace de mort en nous, auquel il va falloir s'abandonner, vivre le deuil de ce qu'on n'a pas eu pour enfin s'ouvrir à autre chose. Si nous avons des blessures très 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 profondes, extrêmement douloureuses, il va y avoir une attraction dans l'inconscient pour nous mettre en rapport avec l'autre, pour nous mettre dans un environnement qui serait propice justement à résoudre ces blessures. Mais en même temps, autant il y a une excitation dans un premier temps
qui nous fait nous sentir éperdument amoureux de l'autre, autant quand cette excitation se calme et que les blessures reprennent de plus en plus de place, il y a des fois où les blessures qui se révèlent sont insoutenables. Et il ne faut pas oublier que pour résoudre des blessures, il faut arriver à retrouver au fond de notre cœur les besoins qu'on avait pendant notre enfance et auxquels il n'y a pas eu de réponse. Et il faut pouvoir accueillir les émotions qui, à l'époque, ont été refoulées. Mais pour pouvoir réaccueillir ces émotions, pour pouvoir y accéder, parce que pour beaucoup, elles sont inconscientes, et pour pouvoir retourner aux émotions d'origine, c'est un peu comme un oignon, on va enlever des couches après couches. Donc la blessure, le cœur de la blessure ne va pas nécessairement se révéler en une fois, ça va être progressif. Et à chaque couche qu'on va enlever, il faut des ressources pour ça. Il faut des ressources psychiques. Et si je n'ai pas assez de ressources psychiques, et qu'en plus on ne me montre pas le chemin, eh bien je risque de m'épuiser face à l'autre, où la seule chose que le couple produit, c'est réveiller les blessures. Un couple ne peut pas vivre si la seule interaction qui existe, c'est le fait de révéler et de réveiller chez l'autre toutes ses blessures. En général, dans les couples, ça tient parce qu'il y a une part de nos comportements qui réveille chez l'autre des blessures et le force à avancer dans son chemin d'initiation spirituelle, mais aussi parce qu'il y a tout un pan de sa personnalité, de sa présence au quotidien, qui vient nous nourrir, même si ce n'est pas nécessairement ce qu'on remarque le plus. Hein, on est beaucoup plus enclin à voir tout ce qui nous fait souffrir, mais quand est-ce qu'on réalise tout ce que l'autre représente comme sécurité, c'est quand on est prêt à le quitter, quand on se dit mais j'y arrive pas, comment je vais faire, parce qu'il y a toute une série d'éléments qui maintiennent quand même la relation de couple parce que il y a des aspects nourrissants. S'il n'y a pas assez d'aspects nourrissants et que c'est plus que l'enfer, eh bien il y aura toujours cet émoi amoureux qui va rester comme souvenir de quelque chose d'extrêmement existentiel en nous, mais le taux de souffrance est tel que c'est impossible de vivre avec cette personne, alors on s'en va. Alors, si c'est le cas, c'est bien de s'en aller en n'essayant pas d'oublier ce que l'autre a révélé. Parce qu'on va s'en aller, on va aller le plus loin possible de l'autre, de manière à ne plus vivre cet enfer. Mais l'enfer, c'est pas l'autre qui le créait, il n'a fait que réveiller ce qui existait déjà chez nous. Je me souviens, je crois que c'est dans mon deuxième livre, dans J'ai dansé avec mon ombre, où j'ai vécu un moment extrêmement explosif et psychologiquement violent avec une personne, et où, dans une forme de compétition, on avait des caractères très forts. À un moment donné, il y en a des deux qui dit à l'autre qu'il en a marre de souffrir ou de ce que l'autre le fait souffrir, etc. Et je me souviens avoir répondu, mais il n'y a aucun des deux qui a le pouvoir de faire souffrir l'autre. On a uniquement le pouvoir d'aller allumer avec une lampe torche l'endroit où l'autre il souffre déjà à l'intérieur. Donc la présence de telle ou telle personne dans votre vie et qui amène des grosses difficultés dans votre vécu, ça n'est pas la personne qui vient dans votre vie qui est le problème. Elle est celui qui vous rappelle qu'il y a déjà le problème à l'intérieur. Et c'est pour ça peut-être que certaines personnes trouvent la facilité de vivre seules, ou encore d'avoir des sex friends, d'avoir des relations multiples dans lesquelles on ne s'engage jamais vraiment. Comme ça, on a tous les avantages de toutes les ressources qui s'accumulent et jamais les inconvénients de devoir vraiment les résoudre une blessure. C'est une manière d'échapper au problème en ayant une vie relativement agréable, sachant qu'il restera toujours une part d'inaccompli puisqu'on n'aura pas pu aller au fond des choses.